L'embargo pour la République démocratique du Congo d'acheter les armes ne fragilise-t-il pas le pays de Félix Antoine Tshisekedi dans son élan pour restaurer la paix dans sa partie est? Le chef de l'État Félix Tshisekedi a déclaré l'année 2022 année des actions concrètes. Ces actions sont-elles palpables en République démocratique du Congo? On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom. On a le réel plaisir ce jour de recevoir pour vous Maître Richard Mpinda. Maître Richard Mpinda est président national de la Fondation Pinda Yabiso, mais également communicateur de l'Union sacrée, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Mon nom c'est Mpinda. Et je suis président de la plateforme Yabiso Mpinda. Merci à vous de nous recevoir, merci à votre chaîne, merci à ceux qui vont prendre leur temps pour éventuellement nous suivre. Eh ben, je salue aussi nos vaillants combattants qui sont au front. Et aussi, j'en appelle à la mobilisation tout azimut pour éventuellement accompagner l'appel qu'a lancé le président de la République pour que nous puissions défendre notre patrie. Maître Richard Mpinda, vous êtes à votre première participation à cette émission Zoom. Vous êtes bien portant? Je crois que je suis très à l'aise sur votre plateau. Et je crois aussi que je crois que je suis suffisamment accompagné par les décors qui va avec et aussi les climats qu'il fait ici. Il conviendrait que je suis en écharpe, c'est parce qu'il fait encore beaucoup plus frais ici que dehors, donc je pense qu'on est dans de bonnes conditions ici. Donc, comme si on était dans l'hiver. Bon, voilà, je dirais encore mieux que c'est comme si on était à Montréal pendant qu'il neige, donc ça va de soi. Maître Richard, on ouvre la balle de cette émission avec cette promesse, je ne sais pas s'il faut classer ça dans le terme de promesse, la déclaration faite par le chef de l'État en consacrant l'année 2022 comme année des actions. Aujourd'hui, on est au mois de juillet. On s'achemine lentement, mais sûrement vers la fin de cette année 2022. Il y a des actions concrètes, des actions palpables, des actions à impact visible qu'on peut déceler de cette année 2022, réalisées par le chef de l'État Félix Tshisekedi? Donc déjà, lorsque vous dites que le chef de l'État a consacré cette année en année d'action, ce que vous vous êtes trompé d'année. C'était en 2021 que le président de la République avait consacré, disons en 2022 qu'il avait consacré, plutôt qu'est-ce que je dis, en 2020 qu'il avait consacré l'année 2021 une année d'action. Mais qu'à cela ne tienne. Je répondrai autrement à une autre question reformulée pour dire tout simplement quelles sont les actions sur lesquelles on peut éventuellement se poser aujourd'hui pour dire que le président de la République quelles sont les actions que le président de la République a posées pour éventuellement en parler. Je voudrais vous prendre l'action la plus fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, ce sont nos FARDC qui se battent à l'est de la République, au nord Kivu, et seuls. Ils y vont non pas accompagnés de Sud-Soudanais ou des Ougandais et consorts, non, ce sont nos militaires qui combattent présentement seuls face au M23. Donc, ça c'est d'abord un premier élément. Un deuxième élément, action impact visible. Aujourd'hui, si vous allez sur Université, vous avez le pont, comment on appelle ça, Bongolo. Si vous allez, aujourd'hui nous avons une usine de raffinerie de l'or, qu'on n'en avait pas. Qui n'est pas encore inaugurée. Qui n'est pas encore inaugurée, mais l'usine est là. Nous avons ici une usine de raffinerie de cobalt. Nous avons ici les centrales hydroélectriques qui ont été construites ici dans la ville de Kinshasa. Vous en avez aussi dans certaines autres provinces. Vous avez des routes qui sont construites. Aujourd'hui, on peut relier le Kasaï et Beni et le Katanga. Donc il y a des routes qui sont construites, il y a des voies qui sont apprêtées pour éventuellement être construites. Donc nous pensons qu'à ce jour, il y a suffisamment l'aéroport qui venait d'être inauguré tout à l'heure. L'aéroport de Ndolo. Exactement. Donc il y a des choses qui sont construites plutôt, j'allais dire. Il y en a de ceux-là qui sont réhabilités. Je pense, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des actions qui sont suffisamment posées. Eh bien,
nous y allons tel quel. Des actions posées, vous avez épinglé les volets infrastructures. Exactement. La population est-elle satisfaite déjà de ce pas fait par le chef de l'État? Non, mais il faut descendre avec votre caméra. Vous savez, par moment, la difficulté, c'est vous qui nous mettez en difficulté. Parce que vous, de la vient presse, justement, vous êtes leader d'opinion, on vous a invité justement pour ramener des inquiétudes de la population. Si vous m'invitez moi, je donnerai la position de mon parti. Mais il serait souhaitable que je sois confronté à la réalité sur terrain. C'est-à-dire que vous seriez descendu sur terrain, par exemple, vous allez à Kanlouka, vous vous dites, mais où en sommes-nous avec l'électricité? J'entends dire qu'ici, il y a des turbines qui sont achetées, et bien, je veux voir la population, qu'est-ce qu'elle en pense. Vous allez, par exemple, à Bongolo, vous dites, mais à Bongolo, ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la population... La desserte en eau et électricité, c'est un véritable casse-tête jusqu'à ce jour. Je ne pense pas. Bientôt, là, lorsque nous allons lancer tout ce que nous avons dit, soit les centrales de traitement de l'eau à Lemba, vous allez vous rendre compte que les choses vont se dessiner autrement. C'est-à-dire que les choses sont faites. La plus grosse difficulté que nous avons à l'Union Sacrée, c'est que nous ne communiquons pas sur ça. D'ailleurs, nous avons levé un certain nombre d'options, c'est-à-dire que nous allons descendre là où il y a des réalisations, nous allons en parler, nous allons les évoquer, nous allons les montrer à l'opinion pour qu'ils sachent que le président de la République a un bilan à présenter en 2023. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez les militaires défiler dans la ville de Kinshasa, c'est aussi une action à impact visible parce qu'il s'agit là des éléments qui sécurisent la République, qui sécurisent les institutions de la République quand ils défilent comme ça, les nouveaux recrues, parce qu'on nous a fait croire ici à un moment donné qu'on avait 151 000 hommes, mais lorsqu'on va voir ce qu'il y a en réalité, on se rend compte qu'il y a moins que ça. La preuve en est quand le président de la République se retrouvait à l'est de la République, le pauvre, on lui a dit qu'il y avait 26 000 hommes, mais quand il arrive sur place, il se rend compte qu'il y avait moins de 5 000. Donc, par là, je voudrais tout simplement dire qu'il y a des actions qui sont faites, il y a des réhabilitations qui sont faites. Donc, vous prenez par exemple l'hôpital de Sendoué, dans le Katanga, avait été complètement réfectionné par le président de la République. Ce qui voudrait tout simplement dire que nous sommes sur une voie, nous sommes sur la voie du développement. Eh bien, des actions à impact visible. Nous vous dirons encore, aujourd'hui nous avons 16 blocs pétroliers qui sont mis à la disposition de preneurs. Lorsque l'appel d'offres a été lancé, au mois de juillet ici, nous allons conclure. Les actions à impact visible, c'est que incessamment ici, d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore parent, vous pouvez vous rassurer que vous pourriez faire des enfants et ces enfants seront pris en charge par la République. Donc allez-y comprendre que les actions à impact visible sont là, ils ne sont pas à chercher. Eh ben, nous mettons cela à la disposition de qui voudrait. Maître Richard, aujourd'hui, ce qui prime beaucoup plus auprès de la population, lorsqu'on parle des sociales, la population ne voit pas l'aspect infrastructure, réhabilitation, construction. Aujourd'hui, les ventres des Congolais, c'est ce qui pose problème. Est-ce qu'on peut dire que Félix Tshisekedi, dans cette année, ou bien depuis son avènement, est parvenu à résoudre ce problème du ventre des Congolais? Alors, lorsque vous dites que les infrastructures ne concernent pas la population, je pense que vous avez tout faux. Parce que pour que les aliments quittent les Katanga, les maïs qu'on nous fait ici, quittent les Katanga pour la République démocratique du Congo, il y a deux possibilités. Soit ça passe par route, soit qu'il faut des infrastructures. Excusez-moi s'il vous plaît. Je vous ai dit, laissez-moi y aller. Laissez-moi évoluer. L'infrastructure se situe dans le cadre du social. Mais la population... S'il vous plaît, laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Donc ça doit quitter l'intérieur de province. Pour le centre de consommation, il faut de routes. Pour que cela, soit si ça passe par avion, c'est-à-dire que ça devait atterrir à l'aéroport, pourquoi pas à l'aéroport de Ndolo? Donc je pense qu'à ce jour, nous pouvons nous estimer. Alors, ce qui arrive dans l'assiette du Congolais, il faut les acheter. C'est-à-dire que hier, si les enseignants pouvaient toucher 80 000 francs, aujourd'hui ils en touchent 300 000 francs. Si hier, les militaires pouvaient avoir 90 000 francs, aujourd'hui ils en ont 350, ce qui démontre à suffisance qu'ils ont suffisamment de moyens pour éventuellement, se procurer de la nourriture. Je voudrais tout simplement dire ici, selon notre vision à nous,
C'est-à-dire que selon la vision qu'a le président de la République, cela ne suffit pas. Cette vision du peuple d'abord, c'est comme si c'est renvoyé aux oubliettes. Non, cela ne suffit pas. Mais lorsque vous dites que c'est renvoyé aux oubliettes, je vous dis tout à l'heure, lorsqu'ils pouvaient acheter, lorsqu'ils pouvaient être payés sous Kabila, bien sûr, à 80 000 francs, et qu'aujourd'hui ils en sont à 300 000 francs congolais, c'est pas ça le peuple d'abord, c'est améliorer le quotidien. Et les Congolais, dans son assiette, il va acheter. On ne va pas prendre de la nourriture comme ça, les distribuer dans les portes des gens, non, pas du tout. Aujourd'hui, par exemple, sous Kabila, il n'y avait plus de cantine chez les militaires. Aujourd'hui, tout cela a repris. C'est le social aussi. Aujourd'hui, par exemple, il y a des hôpitaux qui sont réfectionnés. N'allez pas trop loin. Regardez seulement ici... chez les policiers ici au camp... Camp Tchatch. Non, pas camp... Au camp Tchatch aussi, le camp Lufungula, je crois ici... Sur Willery. Sur Willery. Vous allez vous rendre compte que l'hôpital qui est là, il est réfectionné, il est en bon état, malgré certaines imperfections, j'ai appris, il faut réhabiliter aussi les toilettes et tout ce qui va avec. Donc, tout simplement pour dire que non, c'est conséquent, ce sont des actions du social. C'est le social, en fait. Et donc le problème du ventre est en train d'être résolu. Exactement. Ou bien c'est résolu par le chef de l'État. Le problème est, je ne dis pas que c'est résolu, parce que certains Congolais ne mangent pas encore 3 fois. Notre vœu est de manger même 5, 6, 7 fois. Okay? Pourquoi? Parce que nous sommes suffisamment riches et que nous devons y aller. Il y a plusieurs de Congolais qui souffrent de la famine jusqu'à ces jours. Mais écoutez, ne vous fiez pas à certains rapports que l'on vous donne, soit par telle structure. Vous savez, on va en parler lorsqu'on parlera de l'embargo. Vous allez vous rendre compte que l'homme, lorsque l'Occident veut te mettre la corde au cou, lorsqu'il veut se débarrasser de toi parce que tu t'occupes de son peuple, lorsque vous vous occupez de votre peuple, ce qu'il fait, c'est manipuler l'opinion. Manipuler l'opinion, c'est-à-dire injecter des informations qui ne sont pas vraies. Pour dire tout simplement que ces rapports-là, c'est justement pour manipuler l'opinion. Ce ne sont pas des rapports fondés par des soubassements exacts. J'ai dit, il ne faut pas toujours prendre cela au comptant. OK? C'est-à-dire qu'il faut toujours critiquer. Vous savez, la situation de chez nous ici, en soi, elle n'a pas changé. Pas considérablement. Disons, ce qui a changé, c'est plutôt les personnes qui avaient pour habitude de voler. Je vous prends une illustration. Prenons que j'ai été ministre sous Kabila. J'avais une carte Visa que je pouvais aller puiser au trésor public comme bon me semble. Quand je venais avec cet argent-là, j'ai distribué à mes amis, à tous ceux qui étaient de mon entourage. C'est là aller s'amuser avec cet argent-là. Ok? Mais lorsqu'on a coupé, vous allez vous rendre compte que ceux qui pleurnichent le plus, ok, ce sont ceux qui bénéficiaient éventuellement de tout ce qu'il y avait. Mais au sein de la population, je ne dis pas que la vie de la population elle est parfaite, elle est devenue comme si de rien n'était. J'ai dit tout simplement que le fonctionnaire de l'État qui touchait 60 000 et qu'aujourd'hui il en est à 300 000, ok, tenant compte bien sûr du hausse de prix, du hausse de dollars, ainsi de suite, tout ça. Mais je pense que ces fonctionnaires de l'État... Même le prix sur le marché. Oui, mais c'est l'influence du taux des dollars et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que ces fonctionnaires-là, ok, en soi, ok, ne connaissent pas vraiment, comment dire, une très forte impact, un impact plutôt... comment dire, de majoration du salaire. En fait, non, pas la majoration du salaire, vous me faites dire ce que je n'ai pas voulu dire. J'ai dit, il ne connaît pas vraiment le même choc que ceux qui bénéficiaient de l'argent volé de certains ministres, ok, tout simplement ça. Donc, ceux qui pleurnichent aujourd'hui, la plupart de ceux qui pleurnichent aujourd'hui, ce sont ceux qui jouissaient de l'argent détourné ou l'argent volé, tout simplement. Est-ce que l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir a donné un sourire aux Congolais par sa façon de faire, par sa façon de gouverner, par sa façon de diriger? Exactement. S'il faut voir aujourd'hui, par exemple, lorsque la population à l'est de la République sort dans la rue, il ne dit pas Tshisekedi va-t'en, non, ils disent Tshisekedi, allons-y, faisons la guerre, tu es le seul à avoir pointé du doigt Kagame, il a pointé du doigt Kagame, le seul, même Kabila ne l'a pas fait, il est le seul à avoir dit nous allons faire la guerre, il est le seul
armer, à recruter pour Il y a éventuellement... certains qui l'accusent, le fait pour lui de considérer Paul Kagame, d'appeler même Paul Kagame son frère. Il y a certains qui l'accusent par rapport à ses propos, à tort ou à raison, selon vous. Je crois que vous parlez français et que je fais pareil. Il y a certaines questions qu'il ne faut même pas poser, telles que vous dites qu'il appelle Kagame son frère. Déjà, il faut retenir que Kagame restera indéfiniment le frère de Tshisekedi. Je veux vous prendre une illustration. J'aime bien cette illustration ici. Vous êtes de quelle province? C'est à moi de poser des questions. C'est une déviation, mais je vais vous imputer n'importe quelle province alors. Moi, je suis du Kasaï central. Vous, vous êtes de l'Équateur. En quoi êtes-vous mon frère? Vous allez encore me dire que c'est à vous de poser les questions. Mais puisqu'il en est ainsi, je veux quand même y répondre. Je voudrais tout simplement dire, vous êtes mon frère parce que nous avons une réalité en commun. C'est quoi cette réalité? Ce que nous sommes Congolais. Tous les Congolais ensemble, parce qu'ils ont le Congo en commun, ils sont frères, ils partagent quelque chose ensemble. Lorsque nous allons déporter ou transcrire cette réalité-là dans l'Afrique centrale, Tshisekedi et Kagame sont frères africains. Lorsque Mobutu dit au sujet du roi, et plutôt du président égyptien, qu'il était son frère, est-ce parce que Mama Sessé avait fait un enfant avec le père du président égyptien à l'époque, ou tout simplement parce que nous partageons cette même réalité? Raison pour laquelle j'ai dit que je pense que nous devons arrêter de manipuler l'opinion, en faisant croire à l'opinion que, lorsqu'il dit c'est son frère, qu'il serait prêt à vendre l'âme du Congo pour cette appellation-là. Pas du tout. Cependant, aujourd'hui, le président de la République est en train de nous démontrer qu'il donnerait sa vie, comme il l'a dit, pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle je dirais tout simplement que c'est de nous faire perdre, du temps à l'opinion qui nous suit, de parler de ce qu'il aurait dit par rapport aux relations qu'il entretenait avec Kagame. Donc, Félix Tshisekedi gouverne bien la République démocratique du Congo. Parlons-en à présent de cette affaire d'embargo. Pendant que d'autres estiment qu'on n'a pas d'embargo, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui est passé par vote la reconduction de cet embargo, mais il est permis à la République démocratique du Congo d'acheter des armes légères. Comment voyez-vous cette affaire d'embargo? Est-ce que cela ne fragilise-t-il pas l'élan de paix, l'élan de restaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo? N'est pas là un frein pour la paix à l'est, Maître Richard Pinda? Avant d'y arriver, je voudrais d'abord que l'on comprenne, constitue les choses. Parlons-nous de l'embargo, sur quoi l'embargo, et nous parlons de l'interdiction, il faut une autorisation préalable, sur quoi une interdiction, ainsi de suite, tout ça. L'embargo, c'est une interdiction d'acheter les armes. Pour que cette interdiction-là soit levée, pour qu'un pays ou un mouvement et tout ce que vous voulez ne puisse acheter, il faut qu'on lève l'embargo. C'est-à-dire que c'est une interdiction. On n'autorise pas la République démocratique du Congo ou quelconque institution, comme les uns disent que ce n'est pas l'embargo. On leur interdit d'acheter les armes. D'une part, vous avez pour la République démocratique du Congo, ils le disent, avec subtilité, ils vous disent qu'il est interdit à la République démocratique du Congo d'acheter les armes, mais sous réserve d'une certification. Tout se joue à ce niveau-là. Sous réserve d'une certification. Exactement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter le téléphone sans que vous n'ayez préalablement certifié. Ou que vous allez acheter, vous prenez votre demande d'achat ou la liste de ce que vous allez acheter, vous envoyez à l'ONU pour que l'ONU certifie, qui dit OK, vous prenez. Mais si l'ONU vous envoie et que l'ONU refute, vous êtes interdit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas entrer en possession de ces armes-là. Oui. Alors si nous rentrons maintenant dans la logique de l'embargo, ce qui voudrait dire tout simplement que la République démocratique du Congo est sous embargo. Voilà maintenant la fraude dans cette logique-là. La fraude, c'est que nous sommes
interdit d'acheter sous réserve de la certification. Cet appareil ici, je ne la fabrique pas. Vous ne pouvez pas me demander à moi qui achète d'aller certifier un bien dont je n'ai pas fabriqué. Cependant, la certification doit être l'œuvre de la société qui vend pour éventuellement permettre la certification. Vous voyez ça? Alors, s'il faut exiger la certification, il faut le faire à l'égard de la société fabricante. Déjà, une très mauvaise logique de l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est d'abord un. Deuxième élément. Je suis, moi, abasourdi de constater tout simplement que la représentante du secrétaire général des Nations Unies, avant d'aller aux Nations Unies, a tenu une conférence de presse pour dire ceci, que la puissance militaire de M23, elle est très forte. Elle dépasse celle des FARDC et même de l'ONU. Ok? C'est un mouvement rebelle, que c'est une organisation non conventionnelle. Ok? Mais comment on peut considérer que les armées du monde, je ne parle même pas des FARDC. Donc là, le M23 a une artillerie de grande portée. Alors l'essentiel, nous allons nous perdre là. Comment considérer que les armées du monde représentées par les Nations Unies aient un arsenal moins puissant que ceux de l'organisation d'un pays? Vous trouvez qu'il y a un ça ne va pas. En cela, qu'est-ce que moi j'ai retenu? Puisque lorsqu'on fait des communications, il faut aller au-delà. C'est-à-dire que les Nations Unies, ici, est en train de faire la propagande de M23 pour dire qu'ils sont suffisamment armés. Ils sont puissants. Vous n'allez pas à l'essentiel. Lorsque vous revenez sur ceux qui sont puissants, vous n'allez pas à l'essentiel. L'essentiel ici, c'est que je suis en train de démontrer la complicité de la MONUSCO. Ok? C'est ça là où je vais. Lorsque vous allez dans la puissance, c'est-à-dire que ici, vous êtes en train de nous faire perdre, en fait, vous allez perdre l'opinion inutilement. Mais ici, je démontre la responsabilité de la MONUSCO. Lorsqu'elle les dit comme ça, quelles sont les mesures que l'ONU prend? L'ONU vient vous mettre sous embargo, vous interdire d'acheter les armes. Ce qui voudrait dire quoi? Que la complicité encore de l'ONU de fragiliser davantage l'armée de la République démocratique du Congo en faveur de M23. Et donc, nous pensons que ici, pour résoudre cette affaire à l'est de la République, c'est beaucoup plus l'apanage de la population. En quoi faisant? Nous sommes un État souverain. Nous sommes une république pour aller acheter des armes, puisque la souveraineté d'un État, c'est aussi sa capacité à protéger l'intégrité territoriale. Là, il faudra peaufiner d'autres stratégies. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. La souveraineté d'un État, c'est aussi sa capacité à protéger son intégrité territoriale. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, l'intégrité territoriale ne peut être possible ou ne peut être protégée que par son armée. Ok? Donc, la population congolaise doit s'assumer. C'est-à-dire sortir dans la rue pour dire non à la communauté internationale par rapport à cette mesure-là qui avait été prise. Je vous démontre encore un autre élément de complicité. Nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Lorsque vous lisez les différents communiqués de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, ils vous disent ceci, qu'ils ont constaté la présence de troupes étrangères. Lesquelles présences de troupes étrangères, sans citer nommément la présence du Rwanda, mais nous le savons tous, qu'il s'agit là des éléments du Rwanda. Ok? Ils disent, nous constatons la présence de troupes étrangères sur le sol de la République démocratique du Congo. Premier élément. Deuxième élément, ils disent que nous condamnons l'aide apportée au M23. La complicité, c'est que ils ne sanctionnent pas les troupes d'un État étranger sur le sol de la République démocratique du Congo parce qu'ils en ont les moyens. Laissez-moi l'essentiel. Ils condamnent tout de même. Non, mais condamner, ça veut dire quoi? Il faut sanctionner, il faut prendre des sanctions. Maître Richard Pinda, est-ce que par là, on vous entendrait parler, on peut directement croire à un complot de la communauté internationale, contre la RDC? C'est ce que je suis en train de démontrer en fait.
Je suis en train de démontrer cette complicité-là. Maintenant, là, c'est ce que je suis en train de faire. L'exercice que je suis en train de faire. J'étais en train de dire ceci. Puisqu'il ne condamne pas et qu'il devait prendre des sanctions pour interdire à ceux qui agressent de les faire, ça veut dire quoi? Soit ils ne voient rien, ou soit ils font exprès pour ne rien voir. Mais dans le cas d'espèce, nous avons pris les éléments de preuve et avons apporté à leur attention. Pourquoi ils ne foutent rien? Tout simplement parce qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe à l'Est de la République. Et mieux encore, vous allez vous rendre compte que nous sommes agressés. Curieusement, les armes qu'on envoie en Ukraine pour aller faire la guerre, ok, ces armes-là disparaissent de là-bas pour se retrouver à l'Est de la République et précisément entre les mains de rebelles. Comment ces armes-là, qui pouvaient aussi être de direction, des destinations, ainsi de suite, tout ça, comment ces armes-là ne peuvent pas jouir d'une traçabilité, ok, mais on le retrouve chez nous, en République démocratique du Congo, pour tuer nos frères et sœurs. Vous comprenez par là qu'il y a une complicité de la communauté internationale. D'ailleurs, la MONUSCO, ce n'est plus un secret ici chez nous. Alors, tout le monde le sait. Tout le monde sait que la MONUSCO est impliquée dans beaucoup de trafic d'armes. Que doit faire que doit faire la République démocratique du Congo? Quelle politique maintenant imprimer face à cette communauté internationale qu'on se rend évidemment compte qu'elle est en train de jouer un double jeu? La communauté congolaise. Ici, je ne parle pas du gouvernement. Pourquoi? Parce que je souhaite à ce que les Congolais prennent leurs responsabilités entre les mains. C'est-à-dire qu'ils assument, qu'ils sortent dans la rue, que nous sortions dans la rue, que nous puissions revendiquer, que nous allions dire à ceux qui manipulent, c'est-à-dire ceux qui sont derrière la MONUSCO, ceux qui sont derrière le M23, ceux qui sont derrière le Rwanda, nous leur disons, messieurs l'Américain, messieurs les Chinois, messieurs l'anglais, messieurs le français, nous connaissons votre jeu, nous vous exigeons de mettre fin à cette pratique. À défaut de l'avoir fait, nous allons exiger à notre gouvernement de rompre des relations avec tous ceux qui sont derrière. Et c'est possible. Ce n'est pas parce qu'ils sont américains qu'ils ne peuvent pas, ou nous ne pouvons pas les faire. Ce n'est pas parce qu'ils sont français que nous ne pouvons pas les faire. C'est-à-dire que nous avons le droit de défendre, ok, notre drapeau, notre territoire, notre pays, de la même manière que les Américains le feront. C'est comme aujourd'hui, par exemple, on nous demande d'aller négocier avec le M23. Nous allons le faire pourquoi? Du moment où, lorsque Ben Laden a attaqué les États-Unis, est-ce qu'on a demandé, les présidents américains sont allés, ou les gouvernements américains sont allés négocier avec les terroristes? On ne négocie pas avec les terroristes. C'est-à-dire que si on nous demande de négocier avec les terroristes, c'est-à-dire que les terroristes vont venir vers nous pour nous dire, nous voulons aussi intégrer l'armée. Parce que nous savons que l'infiltration de l'armée de la République démocratique du Congo est partie de là. L'infiltration des institutions de la République démocratique du Congo, c'est parti de là. Donc c'est-à-dire que nous allons rejouer ce jeu-là qui a échoué. Pourquoi? Parce qu'on nous conseille de le faire. Aujourd'hui, le chef de l'État est catégorique par rapport au brassage. Je ne voudrais pas parler du chef de l'État. Je voudrais que vous et moi, nous donnions des ailes au président de la République. C'est-à-dire, il prend une option que nous trouvons être juste, nous les soutenons. Parce que les Américains n'ont pas peur du gouvernement de la République. Les Américains, les Français et consorts n'ont pas peur du gouvernement de la République, mais ils ont peur de la population. Parce que c'est au nom de la population qu'ils interviennent. C'est au nom de la population qu'ils sont intervenus au Guinée-Conakry. On a renversé le pouvoir au Guinée-Conakry au nom de la population, parce qu'ils disent que la population s'est plaignée. Mais aujourd'hui, la population organisée dans la rue, ok, pour dire que non, mettez fin à cela, c'est aussi la volonté de la population. Ils ont peur de la population. Et lorsque nous aurons commencé une situation ici chez nous, et que nos frères qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui sont partout, vont aussi emboîter les pas pour organiser des manifestations, pour dire non, on en a ras-le-bol, on en a marre, cette situation va changer, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Mais aussi longtemps que nous allons suivre certains des politiciens, je vous prends le cas de, je peux considérer l'abbé Ambongo comme étant un chef de parti politique. Il n'est pas... le cardinal Ambongo n'est pas politique, n'a pas un parti politique. Il est politique. Il est politique, il fait plus la politique que certains autres politiques. Parce que je ne sais pas comprendre comment est-ce que nous sommes agressés par le Rwanda et que le président Bongo trouve que nous n'avons pas de problème avec le Rwanda. Donc, c'est rien du tout. Il a demandé même au pape de faire quelque chose, justement pour la paix à l'Est. Il a demandé au pape de faire quoi?
il a appelé au soutien du pape pour restaurer la... Il l'a appelé où? Comment vous voulez lui trouver des excuses? Quand il fait une sortie médiatique, il dit que non, si la République démocratique du Congo était le paradis, lui préférait aller en enfer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne veut pas du Congo. Lorsqu'il fait une sortie médiatique, il vous dit que... non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne suis pas catholique. Lorsqu'il fait une sortie médiatique pour vous dire, par exemple, que... c'est hier qu'il a dit d'ailleurs, je crois, c'est passé dans les médias hier. Non, je ne dis pas de sa messe, je n'ai pas suivi sa messe. Il dit ceci, il dit qu'il préfère le leadership de Paul Kagame que celui du Congo. Il dit que Paul Kagame, il encourage le développement du Rwanda, ok, par rapport au Congo, le Congo doit faire. Donc il soutient le leadership, selon lui, réel de Kagame. Lequel leadership tue nos frères. Aujourd'hui, nous comptons 10 millions. Pour vous, nous comptons à ce jour près de 10 millions. Et les 10 millions de Congolais, pour Ambongo, ça ne veut rien lui dire. Pourquoi? Parce que monsieur estime que Kagame doit continuer de ce qu'il fait. Est-ce que vous avez eu le temps de suivre son J'ai suivi très religieusement. Je suis politique. C'est-à-dire que lorsque je sors comme ça, je fais une sortie médiatique, je ne le fais pas de manière hasardeuse. J'ai suivi religieusement. Je suis parmi les rares de personnes quand je sors. C'est-à-dire que je suis convaincu et je sais de quoi je parle. Et moi, je suis très contre par rapport à ce qu'il a dit, et je condamne très farouchement. J'ai été aussi avec des amis catholiques qui disent non, il n'a pas à tenir pareil discours. Pendant ce temps ici, qu'est-ce qu'il poursuit? La démobilisation, parce que le président de la République a demandé aux gens de se démobiliser. Pourquoi? D'aller intégrer l'armée. Lui, quand il vient, il vous dit que nous n'avons pas de problème. C'est-à-dire qu'il est en train de démobiliser la population. Il est en train de demander à la population de ne pas suivre ce que dit le chef de l'État. Maître Richard Pinda, quelle a été votre réaction de voir lors de cette réunion au Conseil de sécurité, de voir la France, les États-Unis d'Amérique, Mexique, autres pays voter en faveur de la reconduction de cet embargo de l'achat d'armes en République démocratique du Congo, au-delà de ces balais diplomatiques effectués par le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Ma réaction reste révoltante. Je suis très révolté. Je suis super révolté. Tout simplement parce que j'estime que les Américains sont des hypocrites. J'estime que les Français sont des hypocrites. Ils ne sont pas vrais. Pourquoi? Parce que les Américains disent de nous que nous sommes leurs partenaires privés et privilégiés. Mais en quoi nous sommes privilégiés lorsqu'ils ne nous soutiennent pas? Nous avons soutenu les Américains pour voter contre la Russie lors de la guerre russe-ukrainienne. Mais pourquoi nous ne recevons pas l'ascenseur lorsque nous sommes dans le besoin? Ce qui démontre à suffisance que nos partenaires ne sont pas vrais. Moi, je me pose la question de savoir ne sont pas sincères. Quel est l'intérêt de continuer avec pareils partenaires si ils ne savent pas nous protéger, nous, à notre retour. On est arrivé à la fin de cette émission, malgré qu'il y a beaucoup à dire. Maître Richard Pinda, un message que vous voulez lancer à la population? Oui, mon message, il reste le même que celui du président de la République. Ceux qui peuvent aller dans l'armée, qu'ils y aillent. Ceux qui peuvent sortir dans la rue, sortons dans la rue, sauvons notre patrie. Il ne faut pas oublier une chose, que lorsque, comme vous le dites là, lorsque Mouzé était déterminé à aller faire la guerre au Rwanda, c'est ainsi qu'on l'a abattu. L'histoire ne doit pas se répéter avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque maintenant, c'est la position qu'il prend. C'est-à-dire qu'il faut en finir une fois pour toutes. En Lingala, ils allaient cop na bango, ils ont béba na position Tshisekedi. La solution pour eux, ce serait soit d'abattre Tshisekedi, de le remplacer par une autre personne qu'on pourrait manipuler. Et quelle est la part de Congolais que nous sommes? Alors, pour que cela échoue, vous et moi, qui sommes Congolais, qui sommes préoccupés par le bien-être, que nous voyons que Tshisekedi est en train de poser un certain nombre d'actes, et qu'en partant, il aurait laissé quand même quelque chose. Parce qu'il ne restera pas là indéfiniment. Il a un mandat, il a un temps qui lui est reconnu. Alors nous pensons qu'il va falloir à ce que nous puissions l'accompagner dans la rue. On ne l'accompagne pas pour sa tête. On ne l'accompagne pas parce qu'il serait en train de défendre la parcelle familiale à limiter. Non, pas du tout. Il défend notre parcelle à nous tous. C'est-à-dire que vous et moi qui sommes Congolais, vous et moi qui sommes préoccupés, il est temps que nous puissions défendre ces terres qui nous ont été laissées par nos ancêtres. Moi, je ne me suis pas réveillé un matin où j'ai dit Dieu, il faut faire les limites de la RDC telles quelles. Non, pas du tout. Ce qui nous arrive ici, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Et Dieu nous a donné aussi les capacités de sortir dans la rue, de défendre valablement cette patrie.
Mesdames et messieurs, complètement terminé. Vous étiez nombreux à suivre cette émission Zoom qu'on a eu le plaisir de recevoir ces jours. Maître Richard Mpinda est président national de la plateforme Yabiso Pinda, mais également l'un des communicateurs de l'Union Sacrée, auquel je dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Vous étiez nombreux, comme je venais de le dire, à suivre cette émission de partout, à travers le monde, une émission réalisée par Bruno Ndinga. Dieu merci, qui faut être du côté de la régie. Olivier Longwango à la prise de vue. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro pour parler Congo. Ça sera avec le même plaisir qui nous anime d'ailleurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo.